Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer l'adressage IP comme une suite du cours des réseaux pour les étudiants de l'option STIC. Le plan de cette partie de cours va contenir une partie de ces titres. Ça veut dire que je vais essayer un petit peu de subdiviser les cours, ou plutôt les vidéos, pour qu'ils ne soient pas très volumineuses et que vous pouviez, ou plutôt vous pourriez les échanger sans problème. Donc, dans cette présentation, je vais me focaliser plus sur la signification de l'adresse IP, les classes des adresses IP, les adresses IP privées et les adresses IP publiques. Quant à la partie de sous-adressage, il aura une vidéo à part et la partie du routage également, il aura une vidéo à part. Donc, en totalité, le plan de l'adressage IP va comporter 3 parties exactement. Alors, sur Internet, la communication, plutôt le schéma de communication le plus déployé, c'est le schéma de communication client-serveur, dans lequel un client envoie des requêtes à un serveur et le serveur répond bien évidemment aux requêtes du client. Donc, chaque machine du client, du réseau, il contacte une autre machine serveur qui lui fournit des informations, des services, en fonction bien sûr du service hébergé par le serveur. Alors, l'autre mode de communication sur Internet, c'est le mode peer-to-peer. Nous n'allons pas donc le développer dans le cadre de cette présentation. Pour que le client et le serveur puissent communiquer, chacun d'entre eux doit avoir une configuration IP qui est valide. Pour pouvoir communiquer sur Internet qui est un réseau WAN, le serveur et le client doivent avoir des configurations IP de la sorte, ou plutôt de la forme suivante. Dans un premier temps, on doit avoir une adresse IP, un masque de ce réseau valide également, une passerelle qui est valide, ainsi qu'un serveur DNS plus ou moins valide. La configuration IP obtenue par les clients peut se faire d'une façon statique comme elle peut se faire d'une façon dynamique. Le schéma de configuration que nous avons devant nous est un schéma de communication statique. Ça veut dire que on s'est chargé de configurer l'adresse IP, le masque et la passerelle ainsi que le serveur DNS d'une façon manuelle. En sélectionnant Obtenir une adresse IP automatique, la machine au démarrage doit chercher un serveur qui s'appelle le serveur DHCP. Le serveur DHCP se chargera de lui attribuer la configuration IP correspondante à son appartenance à un réseau particulier. Le serveur DHCP fera l'objet d'une partie des travaux pratiques. Donc, la machine ici, pour pouvoir communiquer bien évidemment avec un serveur, le serveur, bien évidemment, il offre un service. Il a également une adresse IP avec un masque, avec le reste des configurations possibles. Donc, quelle est l'utilité? La question, ou plutôt les questions qui peuvent se poser ici, c'est quel est le rôle du masque? Quel est le rôle de la passerelle? Quel est le rôle également du serveur DNS? Je vais commencer dans un premier temps par expliquer le rôle d'un serveur DNS. La machine, en général, ou plutôt je vais essayer donc de choisir un schéma de communication très simple ici, c'est le schéma de communication à un serveur web. Donc le client, il tente de se connecter à un site et de rejoindre un serveur web. Le client, il est déjà configuré avec l'adresse IP 192.168.1.5. L'adresse IP, s'il vous plaît, c'est l'identifiant des machines dans un réseau. Impérativement, un client, ou plutôt une machine qui souhaite communiquer sur le réseau, il doit avoir une adresse IP qui est valide. L'adresse IP est codée sur 32 bits. Chaque 32 bits, ça signifie déjà 4 octets. La séparation entre les octets se fait via des points. Et bien sûr, chaque octet est exprimé en décimales. L'adresse MAC est codée sur 48 bits, tandis que l'adresse IPv6 est codée sur 128 bits. D'accord? L'adresse IP, plutôt l'adresse MAC et l'adresse IPv6 sont écrites toutes les deux dans la version hexadécimale. Alors, le client tente dans notre schéma de communication, plutôt dans l'exemple que nous avons devant nous, de se connecter au site web www.stick.ma. Bien évidemment, la connexion se fait via un navigateur web. Le navigateur est un client web, ça veut dire que le protocole utilisé pour la communication est le protocole HTTP. Le protocole HTTP est un protocole niveau 7 du modèle OSI. Le serveur web, bien évidemment, il héberge un site web dont le nom est plutôt dans le nom de domaine, il couvre la partie plutôt stick.ma, tandis que www, ça représente le nom de machine. Alors, lors de la connexion, bien évidemment, la question qui se pose, c'est, puisqu'on a dit que normalement, la communication entre les machines se fait via les adresses IP, ici, on n'a que le nom du site web, comment va faire le client pour récupérer son adresse IP?
Donc, la question que le client doit se poser, c'est quelle est l'adresse IP qui correspond au site web www.stig.ma. C'est dans ce cas qu'intervient le rôle du serveur DNS. Le serveur DNS ou bien domaine name system est un serveur qui contient une base de données de mappage non adresse IP. Le client se chargera d'envoyer une requête de résolution DNS au serveur DNS. Le serveur DNS va chercher dans sa base de données la correspondance demandée et directement il va envoyer une réponse au client. Et la communication peut se passer, ou plutôt peut se faire directement entre les clients et les serveurs grâce au nom. Alors, pourquoi ce choix-là? Tout simplement, on s'est rendu compte que les clients, ou plutôt que les êtres humains, ils sont capables de mémoriser les noms plus qu'ils sont capables de mémoriser les chiffres. Alors, nous avons donné des alias via des sites web, plutôt via des noms, qui sont très communs. Et bien évidemment, le serveur de DNS se chargera de faire la suite, ou plutôt la correspondance. Le serveur web, bien évidemment, il a une adresse IP et l'adresse IP, il est hébergé, ou plutôt, il est déjà enregistré au niveau du serveur DNS avec le nom www.stig.ma. Le protocole IP est un protocole niveau 3 qui définit soi-disant l'adressage IP qui est capable de permettre aux machines, qui s'appellent également des hôtes, de communiquer sur Internet ou bien sur des réseaux. L'adresse IP, il consiste en une paire de numéros. Il y a une partie qui identifie le réseau et il y a une partie qui identifie la machine. Sur 32 bits, la partie qui identifie la machine et la partie qui identifie le réseau peut être différente d'un réseau à un autre. Alors, je vous ai déjà donné l'exemple dans le cours du nom et du prénom. Je vous ai dit que les enfants d'un même père, d'accord, ils portent tous le même nom, tandis qu'ils portent des prénoms qui sont différents pour pouvoir les différencier. La même chose ici. Toutes les machines qui appartiennent au même réseau doivent avoir le même Net ID ou bien Network Identifier. Ça veut dire le même identifiant du réseau, tandis que la partie machine peut varier. L'adresse IP, elle est égale à partie réseau associée avec la partie ID et en notation équivalente, elle est écrite en décimale. Si je considère, s'il vous plaît, un réseau local, ça veut dire que les machines sont connectées soit via un périphérique niveau 2 ou bien un périphérique niveau 1. Le périphérique niveau 2, c'est le switch bien évidemment. Le périphérique niveau 1 est le hub. La communication sur un réseau local se base généralement sur l'adresse MAC. L'adresse MAC a une portée limitée à un réseau local. Alors, la question qui se pose, c'est pour que la machine, ou plutôt la communication, se passe sans problème dans un réseau local, quelle est la condition principale à faire, ou plutôt qui s'impose? C'est que toutes les machines doivent appartenir au même réseau. Et lorsque j'ai dit que les machines doivent appartenir au même réseau, ils doivent avoir le même identifiant réseau. Alors, qu'est-ce qui se passe si jamais une machine tente de communiquer avec une autre machine avec un autre identifiant réseau? C'est là où intervient le rôle de la passerelle. Lorsque la pile protocolaire TCP/IP analyse le message envoyé ou plutôt émis par la machine en question et qu'il trouve bien évidemment que la partie réseau ne correspond pas au réseau auquel appartient la machine, directement le message est envoyé à la passerelle. La passerelle, c'est quoi? C'est tout simplement un périphérique niveau 3. Il s'agit en tout cas, ou plutôt dans tous les cas, d'un routeur. Le routeur, c'est un périphérique niveau 3 qui est chargé de relier des réseaux avec des identifiants différents. La question qui se pose, c'est si j'ai par exemple une adresse IP de la forme 216.239.51.102. Alors, j'ai dit tout à l'heure que la pile TCP/IP, elle analyse en quelque sorte l'appartenance de l'adresse de la trame, ou plutôt du paquet émis, avec l'adresse de la machine en question. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas où la machine essaie de communiquer avec une machine d'un autre réseau? Comme on l'a pile TCP/IP, ou plutôt la partie logicielle de gestion du réseau de la machine, vérifie en quelque sorte l'appartenance, ou plutôt que le réseau vérifie que le réseau destination est un réseau différent du réseau source. Alors là, où intervient dans un premier temps la notion de la classe IP, ou plutôt de la classe de l'adresse. En général, on a défini 4 adresses, ou plutôt 4 classes. Plutôt c'est 5 en général, mais les plus connus sont la classe A, la classe B, la classe C. Dans la classe A, ou plutôt une adresse IP de la classe A, convertie en binaire dans le résultat suivant. Alors, nous avons tous les octets peuvent être traduits de n'importe quelle façon, mais ici, on fixe le premier bit de l'octet, donc le bit avec le poids le plus fort du premier octet à 0.
Ça, c'est dans un premier temps. En ce qui concerne l'identifiant de réseau se limite au premier octet, tandis que les identifiants machine peuvent être codés sur les 3 octets restants. Je donne donc la plage que peut être couverte, ou plutôt la plage des adresses pour un réseau de classe A, elle varie de 1.0.0.0 jusqu'à 126.0.0.0, avec 1.0.0.0 et 126.0.0.0 sont, s'il vous plaît, des adresses réseau et non pas des adresses machine. Ceci dit, cette plage, ou plutôt cette classe, nous permet de coder 126 réseaux possibles, avec une restriction sur réseau 0.0.0.0 qui est carrément interdite. Un tel codage n'est pas possible, on ne peut pas avoir, d'accord, une adresse de la sorte. Nous allons voir pourquoi par la suite, lorsque nous allons traiter les passerelles par défaut ou bien les réseaux par défaut. Les adresses IP disponibles sur le réseau. Maintenant, nous avons défini la plage des réseaux. Maintenant, nous allons définir les plages des adresses IP qui sont disponibles par les réseaux. Les plages disponibles varient de x, puisque x elle est déjà fixée, par exemple, 0.0.0.1 jusqu'à x.255.255.254. Le x, bien sûr, c'est l'identifiant réseau, on ne peut pas le modifier, tandis qu'on peut jouer sur les 3 octets restants pour coder l'ensemble des machines. Sauf qu'il faut faire attention, je ne peux pas aller jusqu'à 255.255.255 parce que c'est une adresse de diffusion. Une fois je code, ou plutôt le paquet émis, il porte comme adresse destination 255.255.255 avec X au premier. Toutes les machines qui appartiennent au réseau vont la recevoir. Donc là, on a essayé un petit peu d'annoncer deux limites de l'adressage. Je ne peux pas coder avec 000 parce que ça, c'est une adresse réseau, tandis qu'une adresse de x.255.255.255, c'est une adresse machine. Ou plutôt, c'est une adresse de diffusion. Pardon, je m'excuse. Je passe maintenant, s'il vous plaît, à la notion du masque de sous-réseau. Si vous avez essayé, ou plutôt déjà essayé de configurer l'adresse IP de votre machine, vous allez devoir remarquer qu'une fois que vous passez de l'adresse IP vers le masque s'écrit d'une façon automatique. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous travaillez avec des adresses IP qui respectent la notion de classe, bien évidemment, une fois qu'on analyse les octets, on peut deviner à quelle classe votre adresse appartient et on peut définir directement le masque. Donc la définition, s'il vous plaît, du masque, c'est quoi? C'est l'identifiant, ou bien c'est la partie réseau qui nous permet de savoir quel est l'identifiant réseau et quel est l'identifiant machine. Alors, un masque, s'il vous plaît, il fait quoi? Il consiste à mettre tous les bits qui représentent la partie réseau en 1. Je récapitule. Le masque, ou plutôt dans la définition du masque, tous les bits qui représentent le réseau, ou plutôt l'adresse du réseau, sont mis en 1. Dans le cas d'une adresse de classe A, l'adresse de classe A, ou plutôt dans une adresse de classe A, le premier octet, ça veut dire les 8 premiers bits, définissent le réseau. Alors, une fois que je les mets en 1, je vais obtenir un 255. Alors, pour ceci, je vous invite à revoir, s'il vous plaît, le codage binaire, ou plutôt la conversion binaire décimale, décimale binaire. Puisque j'ai ici 8 bits, le bit du poids le plus faible aura une puissance de 0, ça veut dire 2 à la puissance 0, ça signifie 1, jusqu'à le bit du poids le plus fort, qui est 2 à la puissance 7. Tout calcul fait, vous aurez la sommation de tous les 1, et donc ça égale à 255 et non pas 256, j'insiste. Les autres parties, s'il vous plaît, plutôt les autres bits qui représentent la machine, sont représentés par des zéros. Ça veut dire tous les bits qui représentent la machine sont mis à 0. Et donc le masque d'une adresse de classe A, il est représenté par 255.0.0.0. Si vous avez calculé le principe d'une classe A, vous n'aurez pas de problème à comprendre le principe d'une classe B. Dans une adresse de classe B, je convertis tous les octets en binaire. Et ici, on remarque bien évidemment que les deux premiers octets qui sont en rouge, ils identifient bien évidemment le réseau. Tandis que les deux premiers bits du premier octet sont définis à la valeur 1,0. La partie réseau, il est en rouge, tandis que le marron, ou bien l'orange, il représente la partie ordinateur. Alors ici, le 32 bits, je divise les 32 bits en 16 bits pour la partie réseau et 16 bits pour la partie machine. Alors, cette configuration me permet de définir la plage réseau suivante. Donc, je peux aller de 128.0.0.0 jusqu'à 191.255.0.0, ce qui va me donner 16 384 réseaux possibles.
De la même façon, je peux définir également les adresses IP qui sont disponibles par réseau. Et dans ce cas, les X et les Y représentent les identifiants réseau. Et le reste, les deux octets restants représentent la partie machine. Et donc, je peux aller de xy.0.1 jusqu'à xy.255.254. Alors, ce calcul fait, ça me permet de coder 2 à la puissance 16 moins 2 adresses, ce qui donne 65 534 IP disponibles. Sachant que X, il est compris entre 128 et 191 et le Y, il est compris entre 0 et 255 parce que je ne peux pas avoir l'adresse 255, 255, 255, 255. Ça, c'est un problème. D'accord? Alors, c'est une adresse de diffusion. C'est pour ce fait que lorsque j'ai dit tout à l'heure, le nombre des machines qui peuvent être codées ou plutôt qui peuvent être adressées via une adresse ou plutôt par une adresse de classe A, c'est 2 à la puissance 16 moins 2. La première adresse est une adresse réseau et la dernière l'adresse, pardon, c'est une adresse de diffusion. Le masque de ce réseau, dans ce cas, va se présenter de la façon suivante, puisque j'ai dit que le masque, ou plutôt dans la définition du masque, tous les bits qui représentent le réseau sont à 1, et donc les deux premiers octets vont avoir des valeurs, ou plutôt leurs bits vont avoir à 1. Et tout calcul fait, vous aurez 255, 255.0.0.0. Maintenant, nous allons passer à l'adresse, ou plutôt à la classe C. Dans la classe C, ici, j'ai 3 octets qui représentent le réseau, tandis que leur octet restant va représenter la machine ou bien l'ordinateur. Alors, j'ai dit que dans le premier, ou plutôt dans la classe A, le premier bit du premier octet, il est fixé à 0. Le premier octet d'une classe B, il est fixé, les deux premiers bits sont fixés à 1, 0. Tandis que dans la classe C, on a fixé les 3 premiers bits du premier octet à 1, 0. Les bits représentés par la couleur rouge représentent plutôt l'identifiant réseau, tandis que les bits restants représentent l'identifiant de l'ordinateur. Et si vous avez bien remarqué, plus je suis passé de A vers C, le nombre des réseaux codés commence à augmenter, tandis que le nombre des machines codées devient ou bien commence à diminuer. L'adresse, plutôt les adresses réseau que je peux coder grâce à cette classe, varie de 192.0.0.0 jusqu'à 223.255.255.0. Donc, ça va donner 152 réseaux disponibles, tandis que les adresses IP disponibles, c'est 2 à la puissance 8 moins 2, ça va faire 253, si je considère que la dernière adresse est une adresse de diffusion. Pardon, 254, ça fait 254. Le masque de ce réseau, bien évidemment, ça couvre les 3 premiers octets. Tous les bits des premiers octets sont codés par D1 et ça va faire 255, 255.255.0. Alors, tous ici, s'il vous plaît, je vous invite à le refaire plusieurs fois en faisant recours à une feuille et un stylo. Essayez de faire le codage nécessaire, essayez de reprendre différentes notations en décimales et en binaire également, et de savoir le codage. Ça veut dire qu'une fois que vous allez être devant une question, par exemple, quelle est la partie Network ID, Host ID de l'adresse IP 193.150.57.96, directement, vous allez savoir comment vous allez résoudre le problème. Donc, je vais commencer par cette première question. Quelle est la partie Network ID, Host ID de l'adresse IP 193.50.57.96? La conversion en binaire va donner la suite binaire suivante. L'adresse commence par 110 déjà, ça veut dire que c'est une adresse de classe C. Bien évidemment, je vous invite à revoir les plages des adresses couvertes par chaque classe. La partie Network ID est composée de 24 premiers bits, ce qui va donner un masque de 255.0. Tandis que la partie Host ID est donc les 8 derniers bits 1, 0, 0, 0, 0, 0, qui ont un décimal vaut 96. Ceci veut dire que la machine ayant l'adresse IP 193.50.57.96 se trouve dans le réseau numéro 193.50.57. C'est une adresse qui est unique, bien évidemment, au sein du même réseau. Alors, je vous invite à refaire la même question, ou plutôt à répondre à la même question, mais cette fois pour l'adresse IP 128.2.7.9. Maintenant, nous allons passer à la différence entre une adresse IP privée et une adresse IP publique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour communiquer sur Internet, une machine a forcément besoin d'une adresse IP publique. Tandis que la communication dans un réseau local, ça veut dire un réseau avec une portée qui est limitée, qui ne peut même pas de sortir sur Internet, peut se faire via des adresses IP privées. Alors, des adresses IP privées, je peux les qualifier comme étant des alias qui ont une portée locale. Malheureusement, et
à cause de la pénurie des adresses, puisque l'adresse IP elle ne dépasse pas 32 bits et avec le nombre en augmentation, bien sûr, des objets qui deviennent connectés actuellement, l'adressage IP V4 n'est plus, je dirais, ne peut plus supporter cette grande augmentation. C'est pour ce fait que nous avons développé le nouveau système d'adressage qui est l'IPv6. Donc, ceci dit, je peux dire qu'actuellement, on essaie un petit peu de trouver des solutions alternatives en attendant l'implémentation totale, ou plutôt l'implémentation complète de l'adressage IPv6. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait partie, ou plutôt on fait recours à pas mal de solutions pour résoudre le problème de connexion sur Internet, parmi lesquelles je peux considérer que si j'ai un réseau local, par exemple à l'échelle de la faculté ou de l'université, chaque machine elle aura une adresse privée, mais toutes les machines peuvent sortir via une adresse IP publique unique. Les adresses IP privées, s'il vous plaît, ne peuvent pas sortir sur Internet. Ça veut dire que vous pouvez avoir deux réseaux, par exemple un à El Jadida, l'autre à Casa, qui utilisent le même système d'adressage privé. Parce que ici, vous allez avoir la notion, une petite ambiguïté à comprendre, la notion de l'unicité. Pourquoi on a dit auparavant que l'adresse IP il doit être unique et maintenant on a le droit de reproduire la même adresse IP. Alors j'ai dit que l'adresse IP, tant qu'elle a une portée locale, je peux la reproduire sans problème. Mais en sortant sur Internet, l'adresse IP avec laquelle on communique, elle doit être unique. L'adresse IP publique, elle est chère et elle est fournie par votre fournisseur de communication fournisseur d'accès à Internet. Et il faut savoir que en général, la communication sur Internet, on l'utilise, ou plutôt, et se passe via un mécanisme qui consiste à traduire l'adresse IP privée en une adresse IP publique. Ça veut dire que ici, par exemple, à l'échelle de l'université, ou plutôt à l'échelle de la faculté, on utilise tous un adressage IP privé qui nous permet de communiquer à l'intérieur de la faculté, mais on sort, ou plutôt les paquets envoyés sur Internet, ils sortent avec une autre adresse IP publique qui va faire la translation. Alors là, il y a plusieurs périphériques qui peuvent permettre de faire ça. En général, le protocole, il s'appelle le NAT. Il y a le NAT, il y a le PAT, etc. Donc, il peut s'agir d'un routeur, un serveur ou autre chose qui permet de traduire tout simplement les paquets envoyés sur Internet du privé vers le public et vice-versa. Pour permettre l'interconnexion des réseaux, il faut garantir l'unicité des adresses. Donc l'IANA, il attribue à chaque réseau un identifiant unique. Tous les réseaux n'ont pas obligatoirement un besoin d'interconnexion via un réseau public. L'unicité d'adresse au plan mondial est inutile. Parce que j'ai dit tout à l'heure, si je suis intéressée tout simplement par créer un réseau qui va me permettre de communiquer dans un établissement privé, ça veut dire sans sortir vers Internet, sortir sur Internet, je peux utiliser carrément un réseau privé. Et donc, je peux utiliser n'importe quelle adresse IP tant que cette adresse IP est là une portée qui est locale. L'adresse privée, elle permet de communiquer en interne, tandis que l'adresse IP publique, elle permet de communiquer en externe. Le schéma que vous avez devant vous est représenté par un périphérique. Quand vous pouvez voir l'adresse IP du réseau auquel appartiennent les machines et l'imprimante, et là, le même identifiant réseau. Donc, c'est 192.178 déjà. L'adresse, elle est de classe C. Et vous allez remarquer que toutes les machines ainsi que l'imprimante, elles appartiennent au même réseau. Dans ce cas, ils peuvent communiquer sans faire appel à un périphérique niveau 3. Et le périphérique à la sortie, il se chargera de traduire l'adresse IP privée qui est 192.168.0.1. Donc ça, via un autre mécanisme de traduction, en adresse IP publique qui est dans notre cas 86 124 34 199. La question qui se pose, c'est comment je peux savoir s'il s'agit d'une adresse IP privée ou bien d'une adresse IP publique. Je vais essayer de résumer ici, s'il vous plaît, les adresses IP privées. Alors, on a pris une plage d'une adresse de la classe A, une plage de la classe B et une plage de la classe C. Une plage de la classe A, d'accord, il revient à définir de 10.0.0.1 jusqu'à 10.255.255.254. La classe B nous fournit une page d'adresse qui varie de 272.16.0.1 jusqu'à 172.31.255.254. Tandis que la classe C, elle varie de 192.168.0.1 jusqu'à 192.168.255.254. Ce sont des adresses que vous devez utiliser dans un cadre privé. Chez vous, dans une entreprise, tous les routeurs du monde ignorent ces IP et ne sont pas routables sur Internet.
Donc, les adresses IP publiques sont représentées par le premier tableau. Je vous laisserai le soin de l'analyser à tête reposée. Tandis que les adresses IP, ils sont représentés par ces points. Et comme vous pouvez voir, on a pris des adresses de classe A, de classe B, de classe C. Alors, les classes D et la classe E, s'il vous plaît, on n'utilise pas des adresses provenant de ces classes-là parce qu'ils sont en général réservés. Voilà. Donc, au niveau de cette partie, je peux dire que normalement, il faut faire la différence entre une adresse de machine et une adresse de diffusion. Alors, quand est-ce que je peux dire qu'il s'agit d'une adresse de diffusion? Une adresse de diffusion, c'est lorsque tous les bits, s'il vous plaît, qui représentent la partie machine sont à 1. J'ai dit que le masque, donc c'est la définition qui est contradictoire à celle du masque. Dans la définition du masque, j'ai dit que tous les bits qui représentent le réseau sont à 1, tandis que les bits qui représentent la machine sont à 0. Dans la définition d'une adresse broadcast ou bien une adresse de diffusion, je laisse l'identifiant en réseau tel qu'il est, mais la partie, ou plutôt les bits que représente l'adresse machine, sont mis à 1. Et donc, vous aurez quelque chose, point 255. Alors là, c'est un résumé, s'il vous plaît, des adresses IP publiques et des adresses IP privées. Vous pouvez à tout moment donc revenir à ces définitions-là pour pouvoir comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Je vous laisserai le soin de voir ceci, tandis qu'ici, on a évoqué de nouvelles notions, telles que le NAT, le Network Address Translation. Le NAT, c'est le mécanisme de translation privé-public. Il y a également le CIDR, c'est le Classless Interdomain Routing. En général, ça consiste à faire une agrégation des adresses. Donc, on va revenir sur la définition du CIDR et du VLSM dans une présentation à part. C'est la présentation, bien sûr, ou plutôt c'est la prochaine présentation. Bon, avant de vous dire au revoir, je vous invite, s'il vous plaît, à faire les exercices qui sont relatifs à cette partie pour pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, une fois que vous passez à la pratique, vous allez assimiler bien les notions. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à me les laisser, soit sur la plateforme, soit via mail. Bon courage à vous.